14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant ces 2 heures. Alors je dois à mon invité Yves Pslati ces 2 expressions, sexophile et sexophobe. Alors les premiers aiment le sexe et les seconds n'ont pas envie de faire l'amour. Alors dans quelle catégorie vous situez-vous? Si vous êtes sexophile, bravo, je suis sûre que vous allez bien, sauf peut-être si vous êtes avec un ou une partenaire sexophobe. Alors vous aimeriez bien savoir comment développer son intérêt pour sa sexualité. Alors moi avec mon invité Yves Pslati, on va pouvoir vous aider, mais autant vous le dire tout de suite, on ne transforme pas un sexophobe en quelques heures en sexophile. Mais on pourra tout de même, durant ces 2 heures, comprendre un peu mieux les raisons qui font que le sexe fasse partie intégrante de notre vie ou au contraire qu'on le repousse. Les obstacles à la sexualité sont multiples et suivant les raisons qui font qu'on s'en éloigne, eh bien c'est plus ou moins possible de trouver ou de retrouver l'énergie et l'envie de faire l'amour. En tout cas, je vous invite à venir nous raconter quel est votre intérêt pour le sexe et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, mon invité, je l'ai présenté, je vais redire son nom. Je me suis un petit peu entraînée tout le week-end. Yves Pslati, bonjour. Bonjour Brigitte, comment ça va? Ça va bien, merci Yves. Donc, vous êtes à l'origine de ces 2 expressions. Oui, donc je fais du néologisme, je me suis rendu compte. Mais tout le monde, le problème, ça, vous venez déjà des sexologues, hein? Les sexologues qui mettaient tout le monde dans le même panier et ils essayaient d'expliquer la sexualité. Par exemple, qui a quel fantasme, qui fait quelle pratique sexuelle, quelles sont les femmes qui acceptent, disons, la fellation, quels sont le nombre de femmes qui acceptent la sodomie, disons. Et tout le monde était dans un même paquet, on donnait un pourcentage. J'ai rien à foutre, moi, de ce pourcentage-là. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces pourcentages-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, séparons déjà les gens avec des sexualités différentes. Tout le monde ne joue pas dans la même division. Prenons les gens qui ont une bonne sexualité et les gens qui ont une mauvaise sexualité. Les gens qui ont une mauvaise sexualité, ceux qui jouent par exemple en 4e division, une femme qui joue en 4e division, probablement, il y a de fortes chances pour qu'elle n'aime pas la fellation, qu'elle n'aime pas la sodomie, et peut-être qu'une femme de 1re division, elle va aimer. Donc, quand on donnait les chiffres... En tout cas, ça, c'est sûr, ça parle aux hommes. On fait une petite pause. Yves Pslati, on se retrouve. On règle ce petit problème qui est technique et on se retrouve. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on retrouve Yves Pslati. Excusez-nous Yves, un petit souci, mais ça va se régler. Désolé, du coup on ne me voit plus, on me verra demain. Ça, c'est comme ça, hein, c'est les nouvelles. Ah, je ne vous vois plus, Brigitte. Ah. Ben non, nous on vous voit. Enfin moi pas, mais okay. On vous voit sur YouTube. C'est promis, on va régler tout ça. C'est pas très grave, c'est des petits soucis. N'oublions pas qu'avant tout on fait de la radio et que ce qui est important, c'est ce qu'on dit. C'est plus important encore que ce qu'on voit. Sinon, c'est de la télé. Vous êtes d'accord là-dessus? Yes. Bon, donc on en était à ces divisions. Alors ça parle beaucoup aux footeux, hein, bien sûr. Ça parle peut-être un peu moins aux gens qui aiment le sexe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on aime le sexe, on aime tout, quoi. Enfin, en tout cas, on est capable de tout essayer. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on est capable de tout essayer. On pourrait dire que le gastronome, il est prêt à tout essayer. Après, il dit ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça je préfère ça. Celui qui est anorexique, de toute façon, on aura beau lui donner le meilleur caviar de la terre, s'il est anorexique, il n'aura pas envie d'en manger. C'est ça l'idée? C'est complètement ça. Donc, d'abord, il faut essayer pour dire que je n'aime pas. Le sexophile, donc comme les sexophiles, c'est celui qui aime le sexophobe qui n'aime pas. Donc ça, c'est grosso modo 2 divisions. Mais en fait, il y a une division aussi intermédiaire. J'appelle ça les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non. Et j'ai divisé ça encore en plusieurs divisions, pas seulement en 3, à 4, 5, 6. On peut le faire autant que l'on veut.
c'est justement pour expliquer que dans un couple, dans une relation sexuelle, les gens ne jouent pas forcément dans la même division. Quand ça ne marche pas dans la sexualité, c'est qu'ils ne jouent pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en première division aiment tout. Ça ne veut pas dire du tout ça. Mais ils aiment la sexualité et ils ont une bonne santé sexuelle. Bonne santé sexuelle, ça veut dire que du point de vue sexuel, ils fonctionnent bien. Ils n'ont pas de troubles sexuels, ils n'ont pas de troubles organiques, ils n'ont pas de troubles avec leurs fantasmes. Ce sont donc les gens qui utilisent les 3 activités sexuelles, fantasme, masturbation et rapport sexuel. Donc, des fois, quand ils en ont, c'est bien. Des fois, ils n'en ont pas, c'est pas grave. Mais ils peuvent jouer dans les divisions supérieures. Ça ne veut pas dire que une personne qui est en première division va le rester toute une vie en première division. C'est quasiment impossible. En 4e, oui. Donc, des gens qui font ça à la petite semaine, on dit. Des gens qui baisent à la petite semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils baisent une fois par semaine. Hein. Même pas. Hein. À la petite semaine. Donc, des gens qui baisent... Même pas, oui. Donc, la petite semaine. À la petite année. La petite année. Ah, ça, c'est difficile. Oh là, donc je ne connais quasiment, dans un couple, je ne connais pas des gens qui baisent une fois par année. C'est très, très compliqué. 0 fois par année, c'est à l'appel. Hein. Je pense qu'il y a un tiers des couples, c'est 0 fois sur l'année. Une fois par année, c'est pas un tiers. Hein. Il ne faut pas louper le jour, hein, parce que si vous loupez le jour, je dis il ne faut pas louper le jour, parce que sinon vous avez 365 jours de plus de pénitence. Oui, il faut attendre le cycle annuel là. Donc les gens qui sont en première division, ils peuvent pas. Donc je ne connais aucune personne qui est en première division. En première division, c'est celui qui aime, qui maintient les 3 activités, qui maintient une certaine fréquence, qui maintiennent donc la quantité, qui maintiennent la qualité. Je n'ai jamais vu une personne, à force, donc je prends par exemple les personnes qui ont 80 ans, qui ne vont pas avoir de problème sexuel. C'est quasiment impossible. Donc, à un moment donné de leur vie, où il y aura un problème de désir sexuel à cause de la santé, ou bien il y aura un problème de lassitude avec son partenaire, par exemple. De lassitude avec son partenaire. Oui, mais lassitude, non, je ne mettrai pas la lassitude. La lassitude, un sexophile, quand il a une lassitude avec sa partenaire Michel, quand il a de la lassitude il prend un amant, avec Micheline, soit il va aller chercher une Joséphine, soit il va se masturber. Donc, il va compenser son manque. Ça, c'est quelqu'un qui est, disons, en première division. Mais la personne qui est en 4e division, de toute façon, en général, ce sont des gens qui ont des relations sexuelles par une certaine motivation. Il faut faire un enfant, il faut faire plaisir à l'autre. Ou bien c'est un devoir conjugal, entre guillemets le devoir conjugal, puisqu'il n'existe quasiment plus le devoir conjugal. Ça s'est terminé depuis belle lurette. Mais ce sont des gens qui arrêtent, qui veulent pas. Ce sont des gens qui ne fantasment pas, qui ne se masturbent pas. Donc leur but, c'est d'arrêter complètement la sexualité. Ils vont tout faire pour pouvoir arrêter la sexualité complète. Donc, et ce sont des gens qui peuvent rester pendant toute leur vie en 4e division. Mais en première division, c'est-à-dire aussi le compétent sexuel. Le compétent sexuel, c'est celui qui sait donner du plaisir, recevoir du plaisir et prendre du plaisir. Recevoir, c'est sur les parties génitales. Prendre du plaisir, c'est au niveau du cerveau. Donc, ils sont en première division, mais rester toute une vie en première division. J'aurais des problèmes de santé, j'aurais des problèmes de perte de travail, perte d'argent, de deuil, de dispute. C'est impossible de rester en première division. Donc, ceux qui sont en première division, ils peuvent retomber en 2e, 3e, même 4e division, mais ils savent ce que c'est la première division, ils vont tout faire pour remonter en première division. Mais la personne qui est en 4e division ne sait pas ce que c'est les autres en plus, ils ne sont pas. Alors justement, c'est peut-être ce que vous allez peut-être nous apprendre durant ces 2 heures. Yves Tlati, comment on aide quelqu'un qui est en 4e division à grimper un tout petit peu les échelons? On va peut-être pas en faire un première division, mais peut-être un petit peu 3e déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tout doucement. Donc il faut avancer tout doucement. De 4e à 3e, de 3e à 2e, de 2e en première. Donc prendre quelqu'un de 4e division, la mettre en première division, c'est impossible, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est clair. Ça paraît évident d'ailleurs. On peut pas faire un grand sportif de quelqu'un qui a passé des heures entières sur son canapé. Oui, sauf ça peut être un one shot.
Donc la personne a rencontré quelqu'un et qui dit waouh, ce jour-là c'était magnifique. Ben, on va leur dire si ce jour-là c'était magnifique, pourquoi vous ne l'avez pas répété le lendemain, le surlendemain? Là, ils ne savent pas. Et c'était magnifique dans leur tête, mais probablement pas si magnifique que ça. On peut le craindre, oui. Donc comment on fait? Comment on monte de 4e en 3e division? Ben oui. Mais il faut remplir des conditions. Hein. Est-ce que est-ce que tout le monde est capable? Écoute, je vous propose qu'on essaye d'évoquer ça avec les gens qui nous écoutent sur Sud Radio et qui ont envie de participer à tout ça. Je rappelle, Yves Pslatic, vous êtes le créateur de la sexualité positive, ce dont on parle aujourd'hui, parce que tout le monde aimerait quand même être dans une sexualité positive. Enfin, j'espère, en tout cas ceux qui nous écoutent certainement. Et puis je vous invite donc aussi à nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Thierry. Alors vous êtes en quelle division? Vous êtes en première ou seconde? Qu'est-ce que vous diriez, Thierry? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Je dirais qu'on est entre les deux. J'espère être en première division le plus souvent possible, en seconde de temps en temps. Je dirais que dans notre couple, l'épanouissement sexuel est complet et est assez fantastique. Voilà, je ne mâchons pas les mots. C'est du bonheur depuis de nombreuses années et je dirais que ça a subi un rebond il y a quelques années de ça. C'est même pas un rebond, c'est une avancée il y a quelques années de ça. Je sais pas, l'âge, la complicité, la compréhension l'un de l'autre, l'attente, la confiance en fait, le fait de s'entraîner ensemble, on prend confiance, on s'améliore. Ça vous parle ça, Yves Pslatic? Absolument, c'est beaucoup plus facile de monter à deux, de 4e en 3e, de 3e en 2e que tout seul. Donc l'autre peut être un moteur pour vous et vous pousser vers aller pour des divisions un peu supérieures. C'est très important de le faire à deux. Bon, je ne dis pas encore les conditions qu'il faut remplir, mais j'ai envie d'écouter Thierry, qu'est-ce qu'il va nous raconter. Thierry, vous avez quel âge? Alors, voilà, nous avons 55 ans pour moi, mon épouse a 54 depuis quelques jours. Nous sommes ensemble depuis plus de 30 ans. Et nous avons traversé des périodes assez difficiles, effectivement, mais l'envie de faire l'amour, vraiment, et l'envie de sexe entre nous, parce qu'on ne fait pas toujours l'amour, quelquefois excusez-moi l'expression, mais on est plus, on baise. Voilà, tout à fait. Et cette envie-là, elle a toujours été présente, toujours du premier jour jusqu'à encore ce matin. Elle a toujours été présente, mais elle s'est améliorée. Je crois que Thierry, Yves Pslatic nous dit quelque chose d'essentiel. Il nous dit l'envie de faire l'amour. Parce que vous avez bien parlé de l'envie d'être de sexe ou pas, quoi. On peut pas être en première division si on n'a pas envie. Ah, il faut avoir envie, oui. Je pense que Yves serait d'accord avec nous. Ah oui, le désir doit être là. Hein. Oui. Le désir. Mais en fait, le problème avec des gens qui sont depuis 30 ans ensemble, un des grands problèmes depuis 30 ans ensemble, c'est qu'on n'arrive plus à désirer l'autre, on n'arrive plus à érotiser l'autre, on n'arrive plus à trouver sexy l'autre. Le secret, ce sont donc les gens qui sont depuis 30 ans ensemble et qui continuent encore à faire l'amour ou à baiser. Ce sont des gens qui ont maintenu le désir vis-à-vis de l'autre, qui arrivent encore à érotiser le corps de l'autre. Quand ils voient l'autre nu, il ne dit pas « Burk, tu es dégueulasse, tu es gros, tu es vieille, tu es je ne sais pas quoi, tout ça ». Ils arrivent encore à érotiser et à vouloir ce corps-là et le trouver sexy. C'est ça je suis complètement d'accord avec vous. Le secret. Après 30 ans, je dis donc. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. On a envie de l'autre parce que moi je la trouve sexy, je la trouve
érotique. On a pris de l'âge, j'ai pris beaucoup de poids en ce qui me concerne, mais on essaie de se maintenir quand même, de perdre un peu de poids, pour elle se maquiller, se coiffer, etc. Et puis, je ne peux pas, nous sommes extrêmement fusionnels, mais très charnels. C'est-à-dire, je ne peux pas passer derrière elle lorsqu'elle fait la cuisine, mais à n'importe quel moment de la journée, sans la caresser, lui faire un bisou dans le cou, lui toucher les fesses, c'est quelque chose que j'adore et qui lui, je suis sûr, lui manquerait si je ne le faisais pas. Et on s'embrasse. Si vous le faites, vous la touchez, vous la caressez, est-ce qu'elle vous met une tape sur la main en disant Sanigo, c'est un viol, t'as pas le droit de me toucher, tu vas pas te demander de me toucher, ça ne va pas, ça, c'est du harcèlement. Est-ce que vous a dit ça? Ah, jamais, elle ne me l'a jamais dit. Et elle est même demandeuse. De 4e division, voyez-vous? Vous êtes en train de dire que les femmes qui se plaignent de harcèlement sont des femmes de 4e division, Les femmes et les hommes. Donc il y a des hommes aussi qui sont dans le même cas. Hein. Les hommes aussi ils sont dans le même cas. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est pas politiquement correct. En fait, Thierry, je pense qu'il a compris quelque chose. Dans un couple heureux, sexuellement épanoui, donc c'est la capacité de se dire mon corps, il est à moi, il m'appartient. Mais tout de suite un mais qui doit venir juste après, je le mets à la disposition de mon couple. C'est-à-dire, prends mon corps, aime-le, il faut le choyer, il faut le caresser, tout ça. Donc, de le mettre à la disposition du couple, au lieu de taper sur la main et de dire, pas touche, il ne faut pas toucher à ce corps-là. C'est ça son secret. C'est ça qu'ils ont mis probablement en place. Également, oui, tout à fait. Et également, se sentir bien dans son corps, c'est également pouvoir le mettre plus facilement à disposition du couple, de l'autre et forcément du couple. Se sentir bien dans son corps, c'est avoir un couple plus épanoui, plus serein, on n'a pas de tabou dans notre couple, on n'a pas de tabou, on prend la douche ensemble, on vit ensemble, on est 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais toujours ensemble, et notre corps, le mien c'est le sien c'est le mien, et les deux font que notre couple est beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus zen, beaucoup plus cool en fait, et beaucoup plus heureux, tout simplement. Bah ouais, vous avez tout compris. Vous savez comment on appelle ça? L'intelligence sexuelle. Les gens qui ont tout compris comment fonctionne la sexualité pour pouvoir perdurer, avoir une bonne santé sexuelle et perdurer la sexualité, sa sexualité et la sexualité relationnelle. Dites, petite parenthèse, sexualité personnelle, qu'est-ce que vous pensez? Donc, fantasme et masturbation. Est-ce que vous continuez à fantasmer et à vous masturber? Alors, nous continuons à fantasmer, ça c'est certain, et même beaucoup plus qu'avant, depuis quelques années, dans la mesure où on se connaît mieux, on arrive mieux à en parler librement, avec le temps, nous fantasmons, ça c'est certain, et la masturbation, elle se fait en couple, soit l'un sur l'autre, soit l'un avec l'autre. Oui, parce que de toute façon, votre sexualité est tellement... La fréquence de rapport sexuel? Oh, la fréquence des rapports sexuels, à notre âge, maintenant, on a diminué quand même. On est à je dirais, 5-6 fois par semaine. Oh, quand même. Ça va. Oui, et vous étiez à combien? Non, disons que ça varie, ça varie des saisons. Pendant l'été, c'est vrai que la chaleur faisant, on peut monter à beaucoup plus souvent. C'est sûr, surtout en période de vacances ou autre, où ça peut être 3 fois par jour comme ça. On est monté à 6. Mais il faut pas. Merci Thierry, parce que vous voyez, il y avait. Voilà. Non, mais Thierry, c'est formidable, parce que votre témoignage m'éclaire enfin sur un sujet que je ne comprenais jamais. On a, quand on écoute les sondages, toutes les enquêtes IFOP, etc., on a des rapports sexuels 2 fois par semaine, 2 fois et demi en moyenne. Hein, et je me disais toujours, mais c'est pas possible. Sauf que, évidemment, quand on a des gens comme Thierry, Yves Slati, qui font l'amour parfois 10 fois, 20 fois par semaine, forcément, ça améliore largement
la fréquence des couples qui ne font l'amour qu'une fois par an. Voilà, le secret Pourquoi est révélé. peut-être tu veux revenir sur ces sondages, deux fois et demi par semaine. Peut-être tu as envie de Oui, vous allez revenir. C'est des dans un moyennes. instant, Yves. Oui, je sais bien. Mais justement, c'est pour ça que je dis, grâce au témoignage de Thierry, on comprend mieux cette moyenne. Parce que moi, je sais, pour entendre les gens depuis 20 ans, je sais très bien que les gens ne font pas les trois quarts des gens ne font pas l'amour 2 fois et demi par semaine. Donc, on a la réponse. Merci beaucoup Thierry, en tout cas de votre appel. On va se retrouver dans un instant, Yves Pslati avec Flore Chéri, notre Sexy News. Et on vous invite à nous appeler au 0826 300 300. Vous n'êtes peut-être pas, comme Thierry, dans une sexualité positive, mais justement, si votre partenaire, c'est pas le cas, appelez-nous. On va vous donner quelques indices et on va essayer de vous aider. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves Pslati, on retrouve Flore Chéri, notre Sexy News. Alors, je sais pas, Flore Chéri, je sais pas si Yves va apprécier votre chronique, parce que oui. vous m'avez donné le titre, Ces hommes qui désirent trop les femmes. Ouh là là, vous allez sur un terrain dangereux, Flore Chéri. Ouais, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet un petit peu épineux en ce lundi, mais je pense que c'est quand même important qu'on en parle. Moi, j'ai compris un peu. Yves, vous avez le droit de réagir, hein. Voilà, Ok. quand vous voulez, n'hésitez pas. Donc je sais que vous parlez aujourd'hui de développer son intérêt pour la sexualité, sa libido. Et c'est amusant parce que je repensais à ce sujet que je vois souvent fleurir dans les magazines féminins ou de santé, qui est un classique et qui est souvent traité de la même manière avec cette question: comment éviter la baisse de libido? Car on considère assez facilement qu'une petite libido, c'est un problème pour soi, une sorte de petite pathologie, et que comme on ne s'intéresse pas assez suffisamment à la sexualité, eh bien ça va nous faire souffrir. Alors moi je me demande toujours, mais le faible intérêt pour le sexe, c'est un problème pour qui au final? Enfin, si on n'a pas envie d'un truc, par exemple, si j'ai pas envie de reprendre du dessert chez Belle Maman un dimanche après-midi, c'est pas un problème pour moi, c'est peut-être un problème pour ma belle-mère qui va croire que je ne fais pas honneur à son plat. C'est peut-être un problème pour ma famille qui va culpabiliser de déguster sa crème caramel sans moi. C'est peut-être un problème lié au gaspillage de temps et de nourriture. Mais pour moi, ce n'est pas un problème de ne pas avoir envie. Et le problème, c'est peut-être même plutôt... Vous avez raison. C'est peut-être plutôt l'inverse. C'est que ma belle-mère, ma famille et toute la société a beaucoup trop envie que je le bouffe, ce dessert. Et c'est marrant parce qu'on ne pose jamais la question à l'envers. Est-ce que la libido peut faire souffrir? Est-ce qu'un intérêt pour le sexe, non partagé, non assouvi, peut nous rendre malheureux? Et à cette question, il y a une réponse qui vient faire écho à une triste actualité. Un Canadien de 17 ans a tué récemment une jeune femme de 24 ans dans un salon de massage érotique. Il l'a tuée délibérément au nom d'une communauté, les incels. J'en ai déjà parlé un petit peu dans votre émission, les célibataires involontaires, ces hommes qui partagent du contenu haineux envers les femmes et la société plus largement, car ils n'ont ni relation amoureuse, ni relation sexuelle. Et ce n'est pas le premier qui tue au nom de cette société, mais c'est le premier dont le crime a été reconnu par le Canada en tant qu'attentat terroriste. Ce qui permet de spécifier deux choses. Petit 1, que la misère sexuelle masculine peut fédérer des hommes entre eux, et petit 2, que cette libido inassouvie peut tuer. Quand on a 24 ans, quand on est une femme et qu'on n'a pas envie de baiser gratuitement, tout du moins avec un mec, ça fait souffrir qui en réalité? C'est un problème de la femme qui n'a pas assez de libido, ou c'est un problème de l'homme que la libido fait souffrir au point de s'enfermer dans la haine et le repli sur soi, au point de commettre parfois l'irréparable? La semaine prochaine, une nouvelle édition du Petit Larousse va sortir et vous serez ravis de savoir que le mot féminicide vient d'y faire son entrée pour la première fois. Alors féminicide, ça ne veut pas dire que l'on a renversé une femme en voiture, mais que l'on a tué une femme parce qu'elle était notre compagne, parce qu'elle a préféré coucher avec le voisin ou parce qu'on vient de l'agresser sexuellement et qu'elle se refusait à nous. Alors au final, c'est un problème pour qui cette fameuse baisse ou absence de libido? Pour celui qui se refuse ou pour celui qui n'aime pas le refus? Voilà. Alors, oui, Flore Chéri, la seule problématique dans votre... c'est bien argumenté, même si on pourrait le démonter assez facilement. Mais je crois qu'il y a deux choses à dire. D'abord, la sexualité, c'est d'abord bon pour nous, ce qui n'est pas forcément le cas pour un gros dessert plein de calories sucrées.
ensuite, quand on accepte de vivre avec quelqu'un et qu'on part sur une idée de sexualité partagée, et que tout d'un coup l'autre, au bout de quelques mois ou quelques années, dit non, non, moi je veux plus, il y a quand même une rupture de contrat. Mais oui et non, parce que je considère tout à fait à titre personnel, même que c'est même dangereux, entre guillemets, d'avoir cette mentalité-là. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il y a des femmes qui ont déjà accusé leur mari et qui ont d'ailleurs gagné en justice de ne pas coucher assez. Donc c'est un problème de partager par les deux sexes. Mais ce n'est pas normal. Je sais que ça a été pendant très longtemps dans les contrats de mariage et plus largement dans les contrats moraux qu'on passe avec un partenaire, de considérer que l'autre nous doit du sexe. C'est extrêmement dangereux. Je vous signale que sur le plan juridique, c'est encore considéré comme normal dans un couple oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je ressortais un exemple, je crois qu'il date de 2010, où une femme avait gagné en effet en justice parce que son homme ne l'avait pas touchée pendant 10 ans. Donc c'est vrai que c'est assez récent. Et quand, mais je vous dirais franchement, moi, Flore Chérie, j'ai un avis là-dessus qui est très libertaire. Hein. Moi, je me dis, à partir du moment où notre partenaire ne fait plus l'amour, bon, après tout, ok, respectons-le. Je suis d'accord pour qu'on le respecte. Il n'est pas question de forcer l'autre. Mais à ce moment-là, on ne demande pas le divorce s'il y a infidélité. Vous voyez, c'est là où l'être humain n'est pas logique, parce qu'on l'entend sans arrêt, des gens qui ne font plus l'amour et tout d'un coup l'autre va voir ailleurs et à ce moment-là il y a le divorce est demandé. C'est ça. Moi c'est ce système-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. Moi je trouve que l'exclusivité sexuelle, j'entends particulièrement, est toxique parce que qui dit exclusivité sexuelle, c'est-à-dire non, tu ne vas pas faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ça veut dire indirectement, je prends donc en charge ta sexualité. Ce que je trouve complètement absurde. Chacun devrait évidemment, ça concerne le sexe de chacun et le plaisir sexuel de chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec ses membres. Donc, a priori, avec son sexe. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, par contre, cette partie du corps m'appartient et j'en suis responsable, j'en suis le grand garant et je suis responsable de son épanouissement. Et c'est extrêmement... bien sûr que je trouve que, évidemment, imposer l'exclusivité sexuelle dans le couple est toxique. Et par ailleurs, obliger son partenaire à coucher avec soi reste toxique. Non, mais aussi, moi, je sais pas, évidemment. je dis pas qu'elle est toxique, l'exclusivité sexuelle, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, respectons le contrat. Yves Pslati, quel est votre avis? Parce que finalement, on vous entend pas là. Ouais, je vous écoute parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Eh ben, dites-les, vous êtes là pour ça. Ben oui, alors j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, même si je suis sexologue, même si je parle beaucoup de sexophilie, de sexophobie, pour moi, c'est un droit de ne pas aimer la sexualité. On ne peut pas obliger les gens à aimer la sexualité. Pour moi, la sexualité n'a aucune différence entre aimer le vin, aimer le cheval, faire du cheval, aimer le cinéma, aimer la gastronomie, aimer la musique classique, aimer le jazz, c'est exactement la même chose. On a le droit de ne pas aimer. Donc, il n'y a pas, parce que c'est biologique, tout ça n'a strictement rien à faire. On a le droit de ne pas aimer la sexualité. On a le droit de rester chaste. Ça, c'est une chose. Donc, ici, vous parlez des femmes qui s'obligent un peu, et le mec qui se plaint. Moi, je peux vous raconter de l'autre côté aussi, c'est les femmes, donc en 2010, le cas où la femme veut et l'homme ne veut pas. Donc, grosso modo, à la grosse louche, donc pour savoir de quoi on parle. Donc, le manque de désir sexuel, grosso modo, ça concerne 25% de femmes. Et grosso modo, le manque de désir sexuel, à l'heure actuelle, maintenant, ça concerne plus ou moins 10% des hommes. Donc 10% des hommes, à l'heure actuelle, il y a 20 ans, c'était 3%. À l'heure actuelle, nous pensons, donc il faut se fier aux chiffres que nous avons, que ça concerne 10% des hommes. Alors, donc c'est mon droit de ne pas aimer et de refuser. Disons, il y a une femme qui vient, qui me dit, Micheline, qui est mariée avec Michel, elle dit, moi j'aime pas le sexe, c'est ton droit, madame. Mais ils veulent pas se séparer. Donc ils sont là, ils veulent pas se séparer. Alors, je vais dire à Micheline, c'est ton droit de ne pas aimer. Donc vous êtes engagé, donc engagement. Qu'est-ce que vous avez mis en place, Micheline, pour la sexualité de Michel, qui en veut beaucoup? Elle va me regarder, elle va me dire, de quoi vous parlez? Bon, première question,
Est-ce que Michel a le droit d'aller voir ailleurs? Ah non, il ne peut pas aller voir ailleurs. Pourquoi il ne peut pas aller voir ailleurs? Non, c'est un coup de canif au contrat. Oui, mais tu ne baisses pas, Michel. Ça aussi, c'est un coup de canif au contrat. Donc, l'homme, le jour où il s'est marié, il a signé. S'il savait que 2 ans après, il n'allait pas baiser, c'est aussi un coup de canif au contrat. Donc, il y a Mais oui, c'est bien ce que je dis. Mais Vous êtes d'accord. non, mais moi, ça me choque personnellement de me marier avec quelqu'un parce que je vais être sûre d'avoir quelqu'un avec qui baiser pendant 2 ans. Enfin, c'est bizarre de se marier de mettre ça, en fait, dans le mariage. Vraiment, hein, je le pense tout à fait sincèrement. Un grand sociologue un grand sexologue italien, qui s'occupait de la sexualité, un sociologue qui s'occupait de la sexologie, Francesco Alberoni, il a dit un jour, si les hommes pensaient qu'un jour ils n'allaient plus baiser leur femme, ils ne se seraient jamais mariés. Mais c'est un problème. Excusez-moi, mais c'est un problème qu'un homme ne s'engage que parce qu'il veut du sexe. Enfin, on ne va pas dire que c'est quelque chose de normal. Pour moi, c'est déjà un problème. Non, Flore chérie, c'est pas parce qu'il veut que du sexe, c'est parce qu'un homme considère que c'est fait partie de sa vie et de son bonheur que d'avoir du sexe. Donc la femme aussi considère que ça fait partie de sa vie. Mais bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui les hommes sont quand même assez intelligents. Vous comprenez pas, Flore chérie. Non, mais ce que vous comprenez pas, Flore chérie, c'est que si on accepte de se marier avec quelqu'un, c'est quand même pour partager le meilleur de la vie. Sinon, c'est pas la peine. Autant rester seul. Le meilleur comme le pire, je crois que c'est pour ça qu'on signe aussi. Oui, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que on se marie plutôt pour le meilleur que pour le pire. Non, je pense qu'aujourd'hui, on se marie surtout parce qu'on a des projets. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que beaucoup de gens se marient, en tout cas au moment. Déjà relativement assez tard, parce que si c'était juste pour baiser, les petits jeunes, ils attendent pas de se marier pour avoir une vie sexuelle épanouie. On se marie maintenant généralement entre 25 et 35 ans parce qu'on commence dans cette période de la vie à acheter des biens en commun, à faire des enfants et que pour ça, juridiquement, donc ça s'appelle des projets de couple. Ça n'a rien à voir avec le cul, projet de couple. Donc, dans un couple, ce que vient de vous dire Yves, c'est clair. Mais c'est clair, mais c'est archi-toxique. On ne peut pas dire c'est tout à fait normal qu'on se marie et qu'en particulier les hommes, mais en plus pourquoi les hommes, en particulier les hommes se marient pour avoir du sexe. On ne peut pas dire ça me paraît logique. C'est aussi les prendre pour des gros gogoles. Peut-être que les femmes se marient pour avoir une sécurité financière encore aujourd'hui, Flore chérie. Je comprends bien que vous ne soyez pas d'accord et vous avez le droit. Mais je suis sûre que... a des demandes, chacun a des besoins. Laissez-moi continuer. Donc, allez-y. Je vais demander à la Micheline, donc si Micheline refuse la sexualité, elle veut pas la sexualité, lui il veut, mais ils veulent pas se séparer. Bon, séparez-vous, c'est la façon la plus facile. Ils veulent pas. Donc je vais dire à Micheline, qu'est-ce que vous avez mis en place, Micheline, pour la sexualité de Michel? Est-ce qu'il peut aller baiser ailleurs? Ah non, il peut pas aller. Bon, Micheline, est-ce que vous avez prévu une petite salle, une petite chambre dans votre maison où monsieur Michel, il peut aller gentiment allumer son PC ou bien son WhatsApp ou bien son Facebook ou bien ses films porno et il regarde et il se masturbe tranquillement sans que quelqu'un vienne toquer à la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous avez prévu une salle pour sa masturbation? Réponse de la Micheline, c'est dégueulasse de se masturber. Comment on peut regarder un porno? Il ne faut pas se masturber. Moi, je ne me suis pas marié à un obsédé sexuel. Donc ici, on revient à la base. Donc, c'est une femme qui ne connaît rien sur la sexualité d'un homme. Non, mais rien sur la sexualité tout court, mais c'est d'une violence inouïe d'empêcher que ce soit un homme ou une femme de se masturber, quand même, au prétexte que c'est notre partenaire de vie. Et puis il y a plein de femmes, là d'ailleurs ça va concerner plus les femmes, mais par exemple... Si attendez, la violence dans la masturbation, je n'ai pas compris. Non, je trouve que c'est d'une extrême violence, moi, de refuser à son partenaire qu'on aime d'amour, etc., et on veut son bonheur pour lui, de lui dire, en fait, ta main droite n'a pas le droit de toucher ton sexe. Enfin, c'est horrible. Les femmes ont parfois besoin de se masturber, non pas parce qu'elles-mêmes, elles ont besoin de sexe, mais juste parce qu'elles souffrent, elles ont de la douleur, par exemple, elles ont de l'endométriose ou elles ont leurs règles, et se masturber, ça fait du bien, c'est un antidouleur naturel, etc. Enfin, je comprendrais pas, je supporterais même pas qu'un homme puisse dire ah non, en fait, ta main droite, tu n'as pas le droit. En tout cas, je suis sexologue, c'est ce que j'entends en consultation. Je comprends, mais on ne peut pas dire que c'est normal. Le problème qu'il y a, excusez-moi, parce qu'on va de toute façon, il va falloir faire une pause. Flore chérie, le problème, j'entends tout à fait. Vous êtes quelqu'un de libéré sexuellement, vous êtes quelqu'un qui avance
avance pour essayer d'aider les femmes à se libérer. Mais Ce vous que vous aussi. oubliez, c'est que 90% des Françaises sont quand même des Françaises qui sont encore très dans ce que raconte Yves, parce que c'est elles qui le reçoit en cabinet. Et Mais elles ont quel âge, ces femmes? Moi, je suis sûre que c'est même pas 10%. Les jeunes, elles se masturbent. mais Fleur Chérie, la dernière enquête qui a été faite, il y a encore, c'est des femmes de 30 ans qui parlent encore du devoir conjugal. Donc c'est bien d'essayer de libérer les choses, mais il faut pas non plus que ça devienne, parce qu'à ce moment-là, c'est aussi du terrorisme de vouloir absolument libérer sans Mais être lucide. justement, le terrorisme, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, parce que moi, je lis aussi Mais les études. chacun Et fait je ce vois qu'il peut, je crois. Je vois qu'il y a trop de Chacun fait ce femmes qu'il qui veut. se forcent. Et moi, je dis, mais arrêtez de vous forcer et lâchez les couilles du mec. On s'en fout. Mais non, mais on s'en fout, c'est- mais tout le monde vivra mieux. C'est là où on sera. Écoutez, C'est là où je on sera suis pas dans d'accord, une... mais bon. Donc, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je donne une conférence. Quand je parle de sexe, il y a 80% de femmes, 20% d'hommes. Quand je donne une conférence, 300, 400 personnes. Et je donne l'exemple où le mari, il ne veut pas. Il n'aime pas le sexe, tout ça. Et je dis ce que je fais. Je dis, la première des choses que je fais à monsieur, je dis à monsieur, monsieur, forcez-vous. Le nombre de femmes qui se lèvent et qui m'applaudissent. Bravo. Très bien. Vous avez très bien dit. Et puis, je change les rôles. Je dis, une femme qui n'aime pas le sexe. Je dis, madame, forcez-vous. J'ai des huées dans toute la salle. Ça, je ne peux pas dire. Oui. Pour un homme, forcez-vous, je peux dire. Toutes les femmes m'applaudissent. Mais dès que je dis à une femme, forcez-vous un peu, là, j'ai des huées. Est-ce que c'est normal? Pourquoi ce deux Non, poids, deux c'est pas mesures? normal et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue, Yves Pslati. Il faut pas lâcher le morceau, même si évidemment il y a tout un courant comme ça qui considère les choses d'une manière un petit peu peut-être pas tout à fait dans l'égalité, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Bref, faisons une petite pause. Merci en tout cas Fleur Chérie. Je rappelle que vous êtes également journaliste à union.fr. On se retrouve dans un instant et on donnera la parole à Vanessa. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yves Pslati, qui est créateur de la sexualité positive. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces idées, tout ce dont on parle dans ce livre, La sexualité positive, aux éditions Psychologue de la Musardine. Alors Yves Pslati, c'était un peu chaud avec Fleur Chérie, mais c'est intéressant ce débat qu'on a eu avec elle, parce qu'on voit bien, et moi je suis tout à fait d'accord, qu'il faut libérer les femmes et qu'il faut les autoriser à être ce qu'elles ont envie d'être, mais on voit bien comment souvent des femmes comme Flore, qui sont en effet d'avant-garde, si je puis dire, ignorent un peu le terrain, si je puis dire. C'est-à-dire que sur le terrain, on a encore énormément de femmes qui sont, ou d'hommes d'ailleurs, hein, mais qui sont plus dans des visions du couple du XXe siècle, et non pas dans cette libération sexuelle qui pour moi n'a toujours pas eu lieu. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'a jamais eu lieu, cette libération sexuelle. Donc, je suis vraiment tout à fait d'accord. Bon, mais j'ajoute, donc, et j'insiste là-dessus, on a le droit de ne pas aimer le sexe et de dire non. Mais quand on est en couple, que ce soit un homme qui dit non, que ce soit une femme qui dit non, ma question en consultation, c'est qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, la réponse chez les gens, c'est on est là chez vous, pour que vous trouviez une solution. Mais il n'y a pas de solution. Personne ne veut bouger. En fait, donc, si on prend du point de vue sexologie, donc le trouble, donc ne pas aimer donc du point de vue sexologique, le manque de désir sexuel, c'est un trouble sexuel. N'en déplaise à beaucoup qui vont écouter peut-être ce genre d'émission. C'est un trouble sexuel. Ne pas bander, c'est un trouble sexuel. Éjaculation précoce, c'est un trouble sexuel. Le manque de désir, c'est un trouble sexuel. Le manque de lubrification, c'est un trouble sexuel. Ok? Donc, même si les gens ils disent, pour moi, ce n'est pas un trouble sexuel, pour toi, ce n'est pas un trouble sexuel, mais donc, pour la sexologie, c'est un trouble sexuel. Et c'est oui, on ne peut pas en donc, souffrir, mais il n'empêche que c'est quand même un trouble sexuel, on est d'accord. C'est un trouble sexuel. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2009. Donc, ça fait plus de 10 ans, cette étude a été faite aux États-Unis. Donc, on a posé à 10 500 femmes, est-ce que vous avez, en général, du désir sexuel? Est-ce que vous n'avez pas? Donc, sur 10 500 femmes qui n'avaient pas de troubles sexuels, donc l'étude était beaucoup plus grande, qui n'avaient pas de troubles sexuels, on leur a posé
est-ce que vous souffrez de ne pas avoir de troubles sexuels? Donc c'est ce que Fleur Chéru aussi disait, mais en fait 27% ne souffrent pas. Mais le problème, c'est que les 100% vont venir en consultation. Donc, il y a une condition sine qua non. Si vous voulez, avant que ce soit en psychologie, en psychiatrie, que ce soit en sexologie, pour arranger un trouble sexuel, il y a une condition sine qua non. Vous devez souffrir. Si vous ne souffrez pas, vous n'allez pas mettre les choses en place pour qu'il y ait un changement. Il n'y a que... Et les résultats les plus mauvais en sexologie, sont les résultats du traitement du manque de désir sexuel. Ça avoisine que 15% qui réussissent. 15%. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là, mais ils n'ont rien à foutre. C'est pas leur place là-bas, mais ils viennent. Pourquoi vous venez? Pour sauver mon couple. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour sauver ton couple? Est-ce que tu vas avancer dans ta sexualité? Non, absolument pas. Ils vont pas avancer. Mais ils sont là. Non, mais l'autre, on fait plaisir à l'autre en acceptant d'aller voir le sexologue, mais comme de toute façon on ne va pas bouger, ça ne changera rien. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, c'est bien connu, bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Dans l'éjaculation précoce, quand c'est un bon sexologue, les résultats sont 90%. Dans le manque de désir sexuel, c'est dans les 15%. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là, mais ils ne souffrent pas. Donc il faut souffrir. Et c'est ça Donc, quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est le désir sexuel, qui n'a pas de choses, évidemment qu'il ne va pas souffrir. Donc, la sexologie ne peut s'occuper que des gens qui sont concernés par la sexualité. Les gens qui ne sont pas concernés par la sexualité, n'allez de grâce, n'allez pas chez un sexologue. Vous allez perdre votre argent et vous lui faites perdre son temps. Ça ne marche pas. Bon. Eh bien, on va continuer avec Vanessa qui veut nous raconter comment son couple, sa sexualité a évolué. Bonjour Vanessa. Merci d'être avec nous. Bonjour Vanessa. Débat très mouvementé, je vois. C'est très intéressant. Chaud, hein. Alors, pour ma part, effectivement, j'ai vécu avec un homme pendant 10 ans qui se prétendait performeur division 1 avec beaucoup de femmes, multiples conquêtes et tout. Et quand il est arrivé avec moi, on est joué en division 4. Et où le sexe c'était tabou, on va dire une fois par mois et des fois peut-être encore moins, où le désir, il y avait que moi qui l'avais et je voyais aucun désir en face, je ne cherchais pas franchement. Donc du coup forcément j'avais peut-être un trouble sexuel parce que du coup je mouillais pas parce que je voyais pas de désir en face. Et du coup j'ai changé, j'ai opté pour un autre compagnon qui du coup est quand même plus jeune que moi, 13 ans de moins. Donc pour moi là je n'ai pas tabou puisque j'ai fait plus de 10 ans de plus comme plus de 10 ans de moins. Et du coup, sexualité complètement épanouie. Je suis une vraie femme fontaine. Dès qu'on a un désir l'un pour l'autre, peu importe où on se trouve, bon, bien sûr, on va pas faire de l'exhibition, mais on peut se trouver dans un petit lieu public, trouver un petit coin tranquille, et puis voilà, assouvir nos désirs là, comme ça, l'un pour l'autre de suite là. Donc pas de tabou, on discute de sexualité, que ce soit entre nous ou avec d'autres personnes sans forcément se poser trop de questions. Donc vous êtes deux personnes sexophiles. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que le premier il se vantait, mais certainement qu'il n'était absolument pas en première division, non, Yves Pslati? Probablement pas, puisqu'il aurait joué en première division. En première division, c'est le compétent sexuel. Le compétent sexuel, c'est le donneur du plaisir, le receveur du plaisir et le preneur du plaisir. Mais apparemment, il n'était pas là-dedans, pas du tout. Il avait une grande gueule. Il était plus haut que son cul. Il était surtout preneur de plaisir, mais pas l'inverse qu'avec mon compagnon actuel. Okay. Qu'avec mon compagnon actuel, voilà, c'est vraiment... et puis on va dire que quand je l'ai rencontré, on va dire que sexuellement, j'étais pas forcément non plus une grande athlète, j'avais pas eu beaucoup de relations avant, donc j'ai peut-être pas su y faire non plus, je dis pas. C'est qu'avec mon compagnon... vu ce que vous nous dites, s'il avait été à votre écoute, s'il avait su donner et recevoir, mais a priori, il ne savait que recevoir, donc votre sexualité... Et très vite, d'ailleurs, il a dû se rendre compte que
que vous ne le considériez pas comme un bon amant et ça lui a fait perdre toute sa grandeur qui n'était Sa virilité. qu'un vernis de façade. Et du coup, là, avec ce compagnon actuel, c'est vrai on découvre plein de choses que nous n'avions jamais fait avant. On se découvre autant l'un que l'autre. On se donne du plaisir autant à l'un qu'à l'autre. Si je suis pas forcément disponible, on va dire indisponible, quelques jours par mois, je vais accepter de lui donner du plaisir autrement que par la pénétration. Il n'y a pas de souci. On est très très libre pour si je suis pas là, il peut très bien se masturber tout seul s'il en a envie, ça me pose aucun problème. Alors, moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, Vanessa, donc restez avec nous, je vous poserai la question après les infos, parce qu'on voit bien que vous acceptez de donner sans forcément recevoir, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, pour les femmes, c'est plus du tout ça. Et puis je vous pose la devinette, Yves Pslati, je pense que vous pourriez trouver la réponse. C'est quoi le rodéo sexuel? Je vous laisse le temps des infos pour me donner la réponse. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, amis sexophiles, restez avec nous puisque nous sommes avec Yves Pslati, créateur de la sexualité positive. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces concepts dans ce livre, La sexualité positive, dans la collection Psycholove aux éditions de La Musardine. Alors, Yves Pslati, d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? C'est quoi le rodéo sexuel? Un rodéo, c'est de rester le plus longtemps possible sur le cheval. C'est tout à fait ça, oui. Donc sur la partenaire, oui. Sur la partenaire, c'est quoi? C'est de ne pas avoir d'orgasme et de tenir très longtemps, je n'en sais rien. De tenir très longtemps alors, sans tomber, en fait. Je suis sûre qu'elle va vous amuser. En fait, c'est une levrette. Donc vous êtes en levrette avec votre femme. Vous êtes en train de lui faire l'amour en levrette et vous lui annoncez que vous avez comme maîtresse votre secrétaire et il faut rester enclenché, si je puis dire, dans le vagin de votre partenaire. Voilà ce que c'est que le rodéo sexuel. J'étais sûre que ça allait vous amuser. C'est pas si évident, hein? Non. Bon. Voilà. Bon, allez, on retrouve Vanessa qui est avec nous. Moi, je trouve ça intéressant, Vanessa, parce que ça va complètement à l'encontre, d'ailleurs, de ce que nous disait Fleur Chéri. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend. C'est que la femme, de toute façon, si elle n'a pas elle-même aussi du plaisir, il n'y a pas de raison qu'elle ait une relation sexuelle. Et vous le dites, quand vous avez vos règles, puisque c'est de ça dont vous parliez, vous savez lui faire plaisir, et ça fait partie de votre plaisir. C'est bien ça? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il arrive tout de même à me donner du plaisir, parce que je suis quelqu'un qui adore les caresses. Et en plus, il a des mains très chaudes. Et alors là, ça c'est déjà rien que comme ça, quand il me pose la main sur moi et toute chaude, déjà, ça suffit à me satisfaire et à me donner du plaisir. Donc peut-être que il me faut peu pour me faire plaisir. Donc à tout moment de la journée, il va venir, il va me faire un câlin, des caresses, et ça me suffit à moi lui donner le plaisir qu'il aime avec une fellation ou autre, quoi. Voilà, du moment qu'il me fait plaisir, ça me dérange pas de lui faire plaisir et j'ai pas forcément besoin d'avoir une pénétration pour éprouver du plaisir, en fait. Voilà. Et ça, c'est important parce que vous avez aussi compris que la sexualité, c'est pas systématiquement la pénétration. Je crois que ça, c'est aussi un tabou qu'il faudrait faire tomber, non? Oui, je pense. Je pense. Oui, mais bon, ici, donc, je vais revenir encore sur une étude il y a plusieurs années américaine qui s'est penchée. Est-ce qu'on fait l'amour sans avoir du désir au début? Donc, on peut refuser directement, je n'ai pas de désir, basta, je ne veux pas. Donc, ils se sont rendus compte que pour chaque relation sexuelle, c'est énorme, pour chaque relation sexuelle, au début, 52% de femmes n'avaient pas de désir sexuel, versus 25% des hommes n'avaient pas de désir sexuel. Et ils font quand même l'amour. Bon. Alors, ils se sont penchés, mais pourquoi est-ce que vous faites l'amour? Donnez-nous les raisons pour lesquelles vous n'avez pas de désir sexuel et vous acceptez. Alors,
Donc, c'est par ordre. Donc, je ne connais pas maintenant l'étude par cœur. Donc, la majorité des gens disaient, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, en faisant l'amour, j'espère que le désir va venir. Deuxièmement, ce n'est pas bon de refuser l'autre. L'autre, je sens qu'il veut, ce n'est pas bon. Troisièmement, c'est une bonne chose pour maintenir une relation. Quatrièmement, parce que l'autre a besoin de son orgasme, soit pour un homme que ce soit pour une femme, puis il va être plus calmé et ce sera plus agréable d'avoir. Et c'est pour qu'il se sente encore en relation avec moi. Tout ça, c'est de bonnes réponses. Il y avait une seule mauvaise réponse, parce que je ne sais pas dire non. Ça, pour moi, c'était une mauvaise réponse, dans toutes les réponses qu'il y avait. Mais je pense qu'on a le droit de dire non. Mais si aujourd'hui je dis non, pour que l'autre ne se sente pas frustré, le lendemain, c'est moi qui dois aller l'inviter l'autre pour avoir un rapport sexuel. Donc ça, c'est les définitions des couples heureux, épanouis sexuellement. Donc si vous voulez être heureux, épanoui sexuellement, vous avez le droit de dire non. OK? Donc les arguments, ils tiennent bien. Vous devez avoir le droit de dire non, mais essayez que le lendemain, pour que l'autre ne se sente pas frustré sans arrêt. Donc si le lendemain, vous venez encore un non, le surlendemain, encore un non. Donc c'est vous qui allez vers l'autre. Ça, c'est évidemment couple épanoui sexuellement. Peut-être ça ne colle pas avec ce que Fleur Chérie nous disait un peu avant. Donc oui, forcez-vous. Et pour être toujours en relation mais avec Yves Psati, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est important que l'on dise et que l'on répète ce que vous venez de dire. Sauf qu'on entend quand même beaucoup de sexologues qui disent si la femme n'a pas envie, il faut pas qu'elle se force. Et ça va à l'encontre parce que beaucoup de femmes n'ont pas tellement de désir au moment où elles acceptent de commencer un rapport sexuel. Brigitte, vous voulez que je veux dire vous dise dans un chose, couple de long cours. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand on entend que ça. ce soit un sexologue, que ce soit un journaliste, qu'il pond une phrase ou qu'il pond un article, pour moi, le plus intéressant, c'est de savoir ce sexologue, ce journaliste, est-ce qu'il est sexophile ou sexophobe? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer un sexologue qui serait sexophile va sortir un truc comme ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est pas parce qu'ils sont sexologues que tous les sexologues sont sexophiles, hein? Loin de là. Non, bien sûr. J'ai rien à ajouter là-dessus. Et on en connaît une notamment, mais nous ne dirons pas son nom à l'antenne. Vanessa, en tout cas, vous êtes heureuse, donc parce qu'il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que lorsque les deux êtres sont épanouis sexuellement, ça fait quand même un couple un peu plus heureux. Ah oui, complètement. Et puis, comme dit votre invité, effectivement, on peut se dire non et le lendemain, autant l'un que l'autre. Hein, il peut me refuser, comme moi je peux lui refuser, mais ça n'empêche pas que, voilà, on le prend bien et puis on a quand même une sexualité très régulière. Vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, du coup, c'est vrai que moi j'essaye d'ouvrir l'esprit de certaines femmes, d'ailleurs, puisque je n'ai pas de tabou en discussion comme ça. J'avais une copine qui était très, très, dès qu'on prononçait le mot sexe, tout ce qui avait un rapport avec, qui rougissait, puis je prenais un malin plaisir, la pauvre, à la faire rougir en public ou d'en parler. Et c'est vrai que malheureusement, elle a vécu 20 ans avec son mari, il n'y avait plus de sexe, elle a tout fait, elle s'est relookée, elle a maigri, elle a été chez le coiffeur et n'ayant aucune réaction de son mari. Elle a fait un mauvais geste, malheureusement. Heureusement, elle s'en est sortie, mais je lui ai dit, mais il ne faut pas en arriver là. Si ça ne va plus, voilà, tu divorces et je suis sûre que tu retrouveras mieux après. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, elle est tombée sur un partenaire qui l'a ouverte. Et là, du coup, elle est passée du 4, de la division 4 à la division 1. Ça l'a épanouie, vraiment à toute pratique sympathique. Et puis, du coup, j'ai retrouvé une femme vraiment heureuse de vivre, beaucoup mieux dans sa tête et tout. Et tellement bien que maintenant, moi, voilà, contrairement à ce que disait Fleur Chérie, c'est vrai que j'aime bien la fidélité dans mon couple. Je suis pas pour aller moi ailleurs ou que mon partenaire aille ailleurs. Qui veut aller ailleurs, on se quitte et puis basta. Mais elle, par contre, elle est passée de la femme très prude où tout est tabou dans le sexe
a une explosion sexuelle où elle a de multiples partenaires et elle dit bien à ses partenaires, quand elle a un nouveau partenaire, tu seras pas tout seul. Voilà, t'es prévenu, t'es pas tout seul. Vous êtes plusieurs. Vanessa, est-ce que je peux vous dire deux choses? Oui. D'abord, la première chose, c'est, je pense, du moins j'espère, que vous avez compris que, donc en donnant les deux exemples, votre ancien compagnon et que le nouveau compagnon, que vous ne jouiez pas dans la même division avec l'ancien, qu'avec le nouveau vous jouez dans... C'est pour ça que vous êtes un couple heureux et sexuellement épanoui, ok? Donc, il faut être assorti dans un couple, ok? Donc, quand c'est assorti, vous voyez bien que ça marche, et quand ce n'est pas assorti, donc vous voyez que ça ne marche pas. Donc ça, vous avez compris quand est-ce que ça va marcher dans un couple, c'est quand vous, sexuellement je parle, parce qu'il n'y a pas que la sexualité, quand vous êtes assorti sexuellement, ça va marcher. Ça, j'espère que vous avez compris que première division, quatrième division. Une deuxième chose, je vois bien que vous êtes en première division. J'ai un conseil ou bien une demande à vous faire part. Alors, le plus grand désarroi des femmes de première division, c'est quand on rentre dans un comité où il y a des femmes, 5 femmes, 10 femmes, moi, elle dit, la première division, j'arrive pas à dire aux autres femmes, tu le sais que c'est bon. Waouh, qu'est-ce que j'ai bien joui hier. Waouh, ça c'était bon, je suis multi-orgasmique, tout ça. Je me fais fusiller. Alors, pour moi, donc ça fait des années que j'écris, moi, la sexophilie, sur la sexophilie, comment être sexophile, comment amener les gens de première division. Mais je pense que toute femme de première division, s'il vous plaît, faites du prosélytisme, ne vous taisez pas. Parlez autour de vous, expliquez aux autres femmes. C'est difficile pour une femme de quatrième division de comprendre ce que c'est une femme de première division. Mais de grâce, ne vous taisez pas, faites de la pub, faites du prosélytisme en disant le sexe c'est bon et je m'éclate dans la sexualité et j'espère que vous aussi, vous allez vous éclater. Ne vous taisez pas parce que vous allez être fusillé par les autres femmes. Ça, c'est ma demande. Alors, je vous dirais que c'est pas simple. J'en sais quelque chose. Les autres et ce qu'en disent les autres ne me touche aucunement. J'ai mon mode de vie, je l'assume et voilà. Et du coup, je continue à prôner justement la sexualité. Il n'y a pas de souci. Et le regard des autres m'importe peu. Je vis ma vie, je l'assume et on peut me fusiller. Ça m'est complètement égal. Alors, je continuerai. J'ai entendu la phrase de Brigitte. Ah, c'est pas simple et j'en sais quelque chose. Oui. Bah oui, dites-moi, Brigitte, je confirme. Dites-moi, Brigitte, qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi c'est pas simple? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce que vous êtes forcément critiqué dès que vous êtes une femme qui affirme que le sexe c'est bien et que c'est pas. Et on le voit bien, il y a plus de Flore Chéri que de Brigitte Lahaie. Et vous le savez aussi bien que moi. Donc c'est difficile, c'est toujours difficile d'être un petit peu en marge de la majorité. Mais c'est bien, vous avez raison. C'est vrai que c'est aussi parce que des femmes comme Vanessa, comme moi, continuons à lutter contre surtout la politique actuelle de la sexualité féminine. Vous êtes d'accord qu'actuellement il y a une sorte de retour vers une sorte de puritanisme. Donc c'est un petit peu délicat, mais il faut continuer, bien sûr, il faut continuer. Et on va inviter les femmes à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous dire que vous êtes sexophile. Allez, osez, venez nous le dire. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Carole Sédio dans un instant. Merci beaucoup Vanessa, en tout cas, de votre témoignage. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves Pslati, on accueille Carole Sédio aujourd'hui dans notre Sexy News, comme tous les lundis, bien sûr. Bonjour Carole. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Psalti. J'ai déjà eu l'occasion d'être en présence avec vous. Donc voilà, c'est bien et je suis ravie d'être de nouveau présente avec vous. Alors moi, je vais reprendre le mot sur lequel on travaille là, c'est le mot positif. Mais j'ai envie de mettre avec ce mot positif un autre mot, donc je vais parler de la visualisation et de la visualisation bien sûr positive. Alors on sait que c'est une technique qui est au service de l'épanouissement personnel et
j'insiste là-dessus, ce n'est ni quelque chose qui parle du miracle, ni de pensée magique. D'ailleurs, les neurosciences, depuis quelques années d'ailleurs, s'intéressent beaucoup aussi à ce phénomène, parce que c'est un outil puissant de développement personnel et qui permet de mieux se préparer aux situations que nous allons vivre, de gérer du stress, de garder les motivations sur le long terme, de dépasser nos appréhensions et nos peurs. Finalement, dans visualiser, en avoir, c'est projeter, envisager, anticiper, mettre de l'avenir dans sa vie. Donc c'est une attitude, c'est aussi une intuition, parce que quelquefois nous sommes dans des projections plutôt inquiétantes, négatives, angoissantes, stressantes, etc. Donc là, je vais aller un petit peu dans le sens du mot positif pour faire tout cela, mais quand même avec un autre objectif, mais qui va nous obliger. Alors là, qui va quand même nous obliger à travailler sur nos émotions, sur nos sensations, sur nos ressentis, d'être à l'écoute de soi et de ses désirs. Alors, la visualisation positive, c'est comment on va se représenter mentalement dans un premier temps une situation, mais encore une fois, qui ne sera pas que des images, qui va aussi passer par l'écoute du corps, voilà, qu'est-ce que ça va, voilà, je suis dans une période difficile, par exemple, maintenant, comment je vais anticiper, comment je vais me projeter, et mes 5 sens vont être présents. Alors, le terme visualisation, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup maintenant. Oui. Comment vous pourriez l'expliquer? C'est quoi? Alors, moi, je vais le prendre dans le sens de ce que je vis à l'heure actuelle, ce que je vois à l'heure actuelle de ma situation, comment ma vision de cet instant-là, comment je peux le projeter. Et encore une fois, ça ne sera pas que des images, hein. Mes 5 sens vont aussi être présents. Donc, imaginons que j'ai une situation de vie très très difficile, très négative, alors où effectivement, je la vis comme négative, effectivement ma projection, ma vision de la situation, elle va plutôt être dans du noir clair ou du noir foncé, alors que j'ai une autre façon peut-être de visionner, de mettre le film. D'accord, mais on fait comment? On ferme les yeux, on essaye on imagine, on se raconte un scénario. C'est ça qui est compliqué, parce que c'est une intention, que c'est en relation avec la nature profonde qui est la nôtre, et dans notre désir aussi de transformer les choses, où je reste effectivement sur la vision noire, négative, où effectivement je me dis qu'il y a peut-être une autre manière de regarder la même chose, mais autrement. C'est pourquoi l'émission où on met le mot positif m'a interpellée. Je me suis dit, ok, la situation est grave, la situation est douloureuse, mais est-ce que je peux la regarder autrement et y mettre ces fameux 3 B qui sont porteurs du mot bonheur, mais encore une fois, du mot bonheur avec un B majuscule. Hein, c'est encore une fois quelque chose qui met de l'intention et qui dit qu'avec ce B, je vais mettre du beau, je vais mettre du bien, et je vais mettre du bon. Et pourtant, la situation, elle est grave, elle est douloureuse, elle est difficile. Maintenant, comment est-ce que je peux y mettre du beau, malgré tout? Comment est-ce que je peux me dire qu'au-delà de ce qui se passe, je peux aussi y mettre peut-être de l'émerveillement, d'y voir une beauté, d'y voir quelque chose qui n'a pas la même couleur, qui n'a pas la même forme? Comment je peux y mettre du bien? C'est-à-dire, oui, ça me fait mal. Maintenant, s'il y a du mal, comment est-ce que je peux mettre en visibilité quelque chose qui, à travers ce que je suis en train de vivre, qui est difficile, par exemple, ou douloureux, finalement, c'est aussi porteur d'un bien. Et comment je peux y mettre du bon, finalement, qui va me contacter aussi à une autre relation avec la situation elle-même ou moi-même. Alors bien sûr, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de la fonction magique, c'est pas simple. Ça demande de l'engagement avec nous-mêmes, ça demande une volonté et un désir de transformer aussi quelque chose, de créer quelque chose à travers... Et d'amener du changement. Oui, absolument. Je crois que le mot que vous dites, il est fondamental, c'est non seulement du changement, mais comment est-ce que cet événement-là, que moi je peux vivre en négatif... Mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Yves Pslati, c'est qu'il faut avoir déjà envie qu'il y ait du changement, au fond. Parce que sinon, alors Brigitte, je suis d'accord avec le mot envie. Moi, j'y mettrais un autre mot qui va nourrir le mot envie dont vous parlez, c'est ce désir, c'est-à-dire quelque chose qui m'anime. Où effectivement je vais être victime là, où je vais me dire, je vais visualiser autre chose, je vais donner
c'est toute la transposition, c'est l'objet de votre émission aussi, hein, en mettant le mot positif, parce que s'il y a le mot positif, c'est que quelque part, pas très loin, il y a le mot négatif, et ces deux mots font partie d'une même chose. Alors où je reste dans l'un, et je n'accède pas à l'autre, où je me dis, effectivement, puisque, que ce soit dans la sexualité, parce que tout ce que vous venez de dire en fait partie, est-ce que je reste là ou est-ce que je fais une transposition? Est-ce que je crée quelque chose? Et dans tous les événements de notre vie, je peux les visualiser en noir et blanc ou en couleur. Mais je crois quand même, enfin j'entends ce que vous dites, Carole Sédillo, bien sûr ça peut marcher pour certains, mais je crois quand même que en tout cas ce qui concerne la sexualité, il suffit pas de visualiser, je pense qu'il faut oser bien sûr. il faut y aller, non Yves Pslati? D'abord, non, je pense que la première condition, c'est eux qui bougent, il faut de la curiosité. Les gens ne sont pas curieux. C'est ça où le bas blesse. C'est la curiosité. Avant tout, je pense qu'il faut de la curiosité. Ouais. Et pour moi, le mot curiosité, Monsieur Psalti, si vous permettez, pour moi, la curiosité n'est pas le vilain défaut dont on nous parle, mais c'est certainement la plus grande qualité, parce que dès qu'on n'est plus curieux, on est mort. Donc, être curieux, bien évidemment, c'est le moteur. C'est le moteur qui nous fait quitter une attitude pour aller vers une autre. D'ailleurs, quand on regarde les enfants, ils sont d'une curiosité extraordinaire. Et c'est ce qu'on perd peut-être un peu trop. Oui. La curiosité, c'est la vie. Hein. C'est rester en vie, la curiosité. Donc, pour moi, dans ce que je visualise, ou je visualise toujours avec le même prisme, et je vois le film toujours en noir et blanc, où je vais y mettre de la couleur, je vais l'animer, je vais y mettre de la vie, mais encore une fois, c'est pas simplement simplement j'appuie sur un bouton, c'est un engagement avec soi-même, c'est une intention. Et c'est ça qui peut faire justement dans tout le travail de la visualisation qui comporte plein de techniques comme vous le savez, qui comporte effectivement quelque chose qui nous met dans la relation dynamique d'avancer avec nous-mêmes. Mais de toute façon, on le dit souvent, hein, le pouvoir imaginatif, c'est une grande richesse humaine dont on se sert pas assez. Merci beaucoup Carole Sédillo. Je rappelle que le livre que vous aviez écrit il y a déjà pas mal de temps est ressorti aux éditions d'Hervy, l'ABC du symbole. Donc n'hésitez pas si vous voulez mieux comprendre ce que nous raconte Carole Sédillo tous les lundis. On fait une petite pause, Yves Pslati, et on se retrouve avec un Love Conseil. Je vais vous parler des caresses anales. Tiens, c'est pas mal, non, pour essayer d'élargir et d'être curieux, hein, justement. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Yves Pslati, vous êtes sexologue et on va parler donc d'une pratique qui est encore un peu taboue, faut bien le dire. On va parler des caresses anales. Alors ça fait partie des pratiques, que ce soit uniquement par des caresses avec des doigts ou que ce soit une pénétration, qui entre dans ce qu'on pourrait appeler les fantaisies sexuelles. On pourrait dire ça. On va pas parler de paraphilie. On n'est pas dans quelque chose qui est hors de la norme, mais c'est pas tout à fait les pratiques de Monsieur, Madame, tout le monde. Alors moi j'ai envie de dire que dans un premier temps, il suffirait déjà d'écouter son corps. Si ça fait du bien, on continue. Si c'est un peu douloureux, alors c'est peut-être pas fait pour nous, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est mal fait. Donc il faut peut-être pas avoir tout de suite une réaction négative. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais bon, il faut être un peu, disons, un peu logique. On a le droit de ne pas aimer, mais pour les gens qui sont curieux, je reviens sur la curiosité, de grâce, quand vous masturbez, jouez avec un doigt ou avec un objet, cette partie de votre corps, pour pouvoir accepter la main, la langue ou le pénis de quelqu'un d'autre. Donc faites-le d'abord vous-même avant de laisser avec quelqu'un d'autre. C'est pas mal, c'est vrai. Bon, de toute façon, la zone anale, c'est une zone érogène qui est assez innervée. Et autre particularité de cette zone, elle est identique chez l'homme et chez la femme. Et en revanche, hommes et femmes ne la vivent pas de la même manière. Donc ça, c'est important aussi parce qu'on sait très bien que dans la sexualité, il y a ce que le corps ressent et il y a ce que ressent l'esprit, en quelque sorte. Et c'est là aussi où tout ce qui concerne les pratiques anales, parfois, il y a des a priori qui sont finalement pas du tout dans le corps, mais qui sont dans la tête. C'est ça. Donc il y a certains hommes qui peuvent ne pas l'accepter en disant, en faisant un amalgame avec l'homosexualité. Hein. Exactement.
Voilà, ce qui n'a strictement rien à voir. Rappelons que la pratique, c'est une chose, l'orientation, c'est autre chose. Bref. Donc pour une femme, je trouve qu'il vaut mieux commencer par se caresser avec un doigt ou que l'homme la caresse avec un doigt, notamment lorsque vous êtes en train de faire l'amour, par exemple. Cela étant dit, la langue est une stimulation souvent agréable, notamment lors d'un cuni. C'est souvent dans ce moment-là que vous avez le plus de chances que votre partenaire soit a priori apte à trouver ça agréable parce qu'elle est déjà tout à fait dans le plaisir. Alors pour l'homme, en général, l'approche est plutôt différente. Moi, je conseille plutôt d'abord un massage des fesses, un massage des testicules pour savoir si son corps est prêt à accepter une caresse plus précise. Quand on caresse les fesses d'un homme, si jamais il est en train de serrer les fesses, comme on dit, bon, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est qu'il n'est pas du tout prêt pour ce genre de caresse. Bon, après, on peut toujours en parler ensemble, mais moi je trouve que pour des premières caresses anales, c'est mieux de les introduire, si je peux me permettre ce jeu de mots, lors d'un rapport, plutôt que d'aller faire une sorte de dissertation en amont, parce qu'on peut à ce moment-là plutôt se heurter à des a priori qui ne sont pas forcément justes. Ok. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Est-ce que vous allez parler de l'orgasme anal ? Non, pas spécialement. Là, je parlais des caresses anales. On commence tout doucement. On parlera peut-être de l'orgasme anal une prochaine fois. Bref, en tout cas, ce qui est très important à dire, c'est que c'est pas l'anus ne fonctionne absolument pas comme le vagin. Contrairement au vagin, il se rétracte plus et on comprend bien pourquoi, parce qu'il n'est pas question évidemment que les matières fécales sortent. Donc c'est plus ça nécessite encore plus de décontraction pour une pénétration anale que pour une pénétration vaginale. Et ça, c'est souvent ce que les hommes ne comprennent pas, et les femmes non plus d'ailleurs. Donc la décontraction, elle est indispensable si on veut réussir une pénétration anale. Et si on n'est pas dans la décontraction, ça fait mal et ça peut définitivement bloquer les femmes par la suite. Absolument. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur ce sujet qui est quand même le jour encore où vous voulez parler de l'orgasme anal, on va discuter ce sujet-là, l'orgasme anal. C'est promis, la prochaine fois que vous venez faire l'émission, on fera, pourquoi pas, un love conseil sur l'orgasme anal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Il est encore assez tabou aussi, celui-là. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Ah oui, à l'université, on a voulu l'étudier et je ne vous dis pas les difficultés qu'on a eues. J'imagine. On a fait tout un travail de recherche. J'ai essayé de mener tout un travail de recherche avec mes étudiantes là-dessus. Donc, ça a été très, très compliqué d'arriver à un résultat. Quand on parle de l'anus... Mais je crois, si je me trompe pas, parce que je sais que vous êtes très calé sur les chiffres, mais je crois qu'il y a à peu près 5% de femmes qui ne jouissent que de cette manière-là. Oui, que de cette manière. Oui. Donc c'est quand même pas le vagin, ça ne leur dit rien. Le vagin, ça ne leur dit rien. Mais donc, en fait, elles ont très bien érotisé leur anus, quoi. C'est pas l'anus, en fait, c'est le rectum. Donc l'orgasme n'est pas au niveau anal, n'est pas au niveau du sphincter, mais il est un peu plus profond. Il est au niveau du rectum et des muscles des muscles lisses qui entourent le rectum. Donc, à la base, il y a des muscles striés, mais du point de vue anatomique, à l'intérieur, tout le rectum est entouré des muscles lisses. C'est les contractions qui font qu'elles vont avoir des... Exactement. Mais beaucoup de sexologues disent qu'en fait, ces contractions, donc, qui sont en effet de ces muscles, provoquent des stimulations sur les racines du clitoris. Et c'est ce qui provoquerait l'orgasme. Et chez l'homme, il n'y a pas de clitoris. Donc, non, mais il y a la prostate. Donc, alors là, je dois vous parler de deux types d'orgasmes. Allez-y. Donc, d'abord, arrêtons de dire que tous les orgasmes de la femme sont des orgasmes clitoridiens, les racines, tout ça, c'est complètement faux. Donc, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit l'orgasme vaginal de la femme n'existe pas, toujours c'est des orgasmes qui viennent du clito, et il y a une autre école qui dit l'orgasme vaginal est indépendamment du clito, de la stimulation du clito. Alors, on va se baser sur quoi? Sur les femmes. Juste en demandant aux femmes, expliquez-moi votre orgasme vaginal. Et vous allez voir, juste il faut écouter les femmes qui en ont un orgasme vaginal pour qu'elles vous disent que c'est quelque chose de tout à fait différent et que ce n'est pas au niveau des racines, mais généralement plus profond,
c'est même pas au point G, c'est plus profond. Il faut juste écouter, donner la parole aux femmes et écouter les femmes. Alors, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gynécos, des urologues et des sexologues qui prétendent qu'il n'y a qu'un seul orgasme chez la femme et qu'il est au niveau du clitoris. Et quand une femme peut avoir des orgasmes au niveau de ses seins, de ses tétons, quand une femme peut avoir au niveau de son anus, il est où le clito là? Donc de toute façon, les nerfs sont différents. Les nerfs qui provoquent l'orgasme du clito, il est plus bas au niveau de la colonne vertébrale, il sort du sacré, et celui qui sont du vagin, ils sont plus hauts, c'est au niveau des dorsales. Donc ce n'est pas au même endroit. Donc deux nerfs différents, deux orgasmes différents. On leur dit, on leur montre, on leur explique, et encore le lendemain, ils vont vous dire qu'il n'y a qu'un seul orgasme chez la femme. Je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui sont têtus, on leur montre les schémas, on leur dit non, impossible. Encore le lendemain, ils vont dire qu'il n'y a qu'un seul. Donc c'est l'orgasme du chose aussi, de l'anus. Donc chez l'homme, donc chez l'homme et la femme, il y a le même orgasme anal. C'est orgasme rectal, c'est les muscles qui sont autour qui vont fonctionner et qui vont fermer et ouvrir, donc donner des spasmes au niveau du rectum. Ça, c'est l'orgasme anal. Mais l'homme, il a encore un deuxième orgasme. C'est l'orgasme prostatique. Si on pénètre un homme et on va aller à son niveau caresser sa prostate, il a un orgasme prostatique. Alors, c'est quoi la manifestation? Il aura un écoulement du liquide de la prostate de son pénis, sans d'énormes jets. C'est un écoulement assez filant qui ne contient pas de spermatozoïdes, juste le liquide de la prostate qui va donner le liquide du sperme. Donc le sperme, un tiers du liquide vient de la prostate, le tiers vient des vésicules séminales. Il ne vient pas des testicules. Hein. Le liquide ne vient pas des testicules. Alors, chez l'homme, donc quand on va lui faire ça, donc il aura un orgasme, il va prendre plus ou moins, il aura un orgasme, il y a le liquide prostatique qui va sortir au moment de l'orgasme. Et il y a un orgasme sec, c'est-à-dire là il ne faut pas toucher la prostate, là il faut le pénétrer, il faut que la pénétration soit de l'autre côté, plus loin de la prostate. Là il bande ou il ne bande pas, il n'y a rien qui va sortir de son pénis, mais il aura des contractions rectales. Ça c'est l'équivalent de l'orgasme de la femme. Donc il est sec. Alors il est sec, il n'y a rien, il n'y a aucun écoulement, sauf il y a peut-être un peu de plaisir, c'est la rosée de l'amour, comme on appelle, qui vient d'une autre glande. Donc là, il peut y avoir. Mais sinon, il n'y a pas d'éjaculation dans l'orgasme sec anal. Voilà. Bon, ben voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Entre les deux. Oui, bien sûr, et c'est important parce que c'est vrai qu'on entend encore beaucoup de bêtises sur ces différents orgasmes. Et c'est vrai qu'on peut avoir un orgasme en dormant, donc là, il n'y a pas de stimulation de quoi que ce soit, et pourtant on a parfois des orgasmes en dormant aussi. Donc on voit bien que la réponse orgasmique, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on aimerait bien nous dire, et s'il suffisait d'ailleurs d'appuyer sur le fameux clitoris, ça serait trop simple. Jacob est avec nous. Bonjour Jacob. Bonjour Brigitte, ravi d'écouter votre voix, tellement sensuelle, juste une petite parenthèse. Merci. J'ai mis ça. Bonjour à Yves et à tous les auditeurs. Alors moi, bon, alors je précise quand même Jacob, puisque je l'ai dit au début d'émission, mais il y a eu un petit bug et là ça y est, c'est rétabli. On peut nous voir maintenant sur la chaîne YouTube, ça y est, si vous avez envie aussi de voir notre sexologue en live, Yves Pslati, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre. Et c'est bien, ça fait bien plaisir. Alors, Jacob, exactement, vous êtes un romantique. Tout à fait d'accord avec vous. Ah, mais vraiment sentimental. J'ai été élevé avec les chansons de Charles Aznavour, même de Julio Iglesias. Et moi, je savoure vraiment. Alors là, je vais parler carrément d'un autre registre. Pour moi, la séduction, c'est tout un art. Ça démarre dès le départ, justement, en communiquant avec la voix au téléphone, avant d'obtenir un rendez-vous. Durant le restaurant, vous savez, vous faites souvent la jolie métaphore avec la nourriture pour que tous les ingrédients soient en parfaite harmonie sur le palais.
et que ça fasse une explosion. Moi, donc, en fait, je suis passionné par la photo aussi, et je suis très observateur lors d'un dîner avec une femme, où je vais observer tout, son regard, son gestuel, le fait de pouvoir justement la mettre à l'aise, en confiance, qui est une alchimie qui se passe déjà rien qu'avec l'esprit, pour qu'on soit tous les deux à savourer cet instant, bien avant de passer dans les relations intimes, et encore, je dirais même, entre les deux, ce que je savoure, à mon avis, je fais partie de la minorité des hommes, mais ce que je savoure par-dessus tout, et vous en parlez aussi souvent, c'est le fameux French kiss. Embrasser, je trouve qu'il passe tellement d'émotions, tellement de sensations, rien que d'en parler, ça me remémore des fameux baisers que j'ai pu échanger. Et je trouve que là, on arrive à sentir presque comment ça va se dérouler ensuite dans l'intimité. On voit si on est sur le même rythme, la même intensité, et je savoure, j'adore embrasser. J'adore. Et alors moi je suis complètement de votre avis, hein. Je pense que le baiser est très révélateur de la manière dont on va s'entendre ensuite sexuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, Yves. Tout à fait. Mais bon, on n'embrasse pas tout le monde de la même façon, hein. Donc il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir en sécurité, avoir confiance pour pouvoir s'ouvrir, et que ça aussi c'est une technique aussi, hein. Ne pas oublier. Il y a des gens qui ne savent pas du tout embrasser, d'autres qui savent embrasser. Donc quand il y a deux personnes qui savent embrasser, ça se passe très bien. Et si l'un ne sait pas embrasser, n'oubliez pas la technique dans le baiser, hein. Il y a une technique. Quand même. Oui, tout à fait d'accord. Avec aussi de la sensualité et idem pour l'étape de... En tant que romantique, je peux patienter des semaines avant d'avoir cette fameuse intimité, et j'aime savourer, passer du temps dans les caresses, sur les zones érogènes. Pareil, le regard, la lingerie que va porter la femme, j'aime beaucoup. L'homme doit porter aussi... Donc vous flirtez beaucoup quand vous rencontrez quelqu'un avant de passer à l'acte. Ah, vraiment. Ah, j'adore. Et pendant... Donc, vous avez quel âge, Jacob? J'ai la cinquantaine, donc... Est-ce que vous avez eu un couple un peu de longue durée? Oui, j'ai vécu une dizaine d'années. Est-ce que ça marche avec le une baiser femme dans un couple de longue durée? Moi, je veux bien qu'on parle ici de la séduction de départ, mais la séduction après, est-ce que ça marche, hein? Alors, justement, il ne faut pas qu'il y ait une routine qui s'installe. Je fais en sorte qu'il y ait justement cette fameuse communication incontournable pour que le couple puisse durer. Et quand je rentre le soir, le bisou est indispensable après le travail. En arrivant, c'est le côté, le refuge, quoi, le repos du guerrier. Et je tiens à partager ce baiser. Après, évidemment, je sais que si l'amour disparaît, les sentiments partent, après, c'est plus la même chose, quoi. Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est pas simple. Vous avez raison, Yves Pslati. C'est pas simple de continuer à s'embrasser langoureusement après 10, 20 ans, 30 ans de vie commune, hein. Le baiser a souvent tendance à passer à la trappe. Ouais, malheureusement. Alors qu'il est très important. Ouais, vraiment. Et voilà, j'essaye de... C'est comme, on va dire, le crescendo de la musique de Maurice Ravel, Boléro. Je procède un peu, je fonctionne un peu comme ça, beaucoup comme ça dans les relations de couple, où ça, même le départ, avant de savoir si la femme est séduite ou pas, on se pose des questions. Il va y avoir, vous savez aussi, lors du dîner, du restaurant ou à la maison, peu importe. J'aime bien, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, sans le vouloir, il y a les deux mains qui se touchent. Et du coup, ça provoque une émotion, presque une gêne. Moi, pendant le repas, quand je suis séduit par la femme, je peux renverser le verre de vin, je deviens tout d'un coup gauche, quoi. Mais c'est mignon. J'aime ces moments-là en tant que romantique, justement. Et pour savourer plein de choses, partager plein de choses avec la femme qui me plaît.
Mais c'est vrai que quand on vous écoute, Jacob, on voit qu'il y a beaucoup de romantisme, de sensibilité, de sensualité même, je dirais. Après, la sexualité, c'est peut-être pas... on n'est pas sûr que vous soyez en division 1. Mais c'est peut-être pas ça votre but, d'ailleurs. Non, après, bon, la finale, oui, on monte justement en crescendo et en excitation et en envie, en désir puissant à partager. Mais je reste encore dans la position d'essayer de faire jouir la femme, même presque avant moi. J'essaye. J'essaye. Parce que... Mais attendez, je pense que ce que vous nous racontez, ça fonctionne très très bien pour beaucoup de femmes, parce que les femmes aiment les hommes romantiques, de toute façon. Yves, vous voulez réagir ? Oui, donc oui, je voulais réagir en tant que donneur, donc il aime bien donner du plaisir, mais je répète toujours compétence sexuelle, le paradigme au jour d'aujourd'hui, c'est de donneur. J'entends souvent des hommes, moi je suis un grand baiseur. Je lui dis, c'est quoi? Comment tu définis un grand baiseur? Oh, tu dois me voir dans le lit, moi je donne du plaisir à mort à une femme. Ok, mais ça fait pas de vous encore, monsieur, je dis... de vous un grand compétent. Compétent, il faut savoir prendre aussi du plaisir. Il faut savoir aussi recevoir et prendre du plaisir. Donc, pas seulement être donneur. Chez les femmes aussi, c'est la même chose. Moi, je baisse bien, disent certaines femmes. Ça veut dire quoi, tu baisses bien? Oui, elle connaît certaines techniques. Elle sait techniques, mais est-ce que toi, tu sais prendre du plaisir? Est-ce que tu reçois, tu prends du plaisir? C'est ça, la compétence sexuelle. Ce n'est pas être que seulement donneur. Oui, bien sûr, monsieur Jacob. Un échange. Oui, pardon, Jacob, oui. Oui, je trouve, je partage complètement votre avis, Yves. Il faut absolument un échange. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis tellement dans les touchés, je me suis mal exprimé, les 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, etc., ce que vous connaissez par cœur, et de pouvoir voir... Vous savez, il y a une expression sur le visage de la femme, quand elle commence à gémir, ou même des fois, tant mieux si on y arrive, avec ce qu'elle s'agrippe au drap, et là je chauffe. Et là moi je suis... j'adore quoi. Vous vous sentez homme à ce moment-là? Oui, tout puissant. Donc l'homme qui fait jouir la femme? Oui. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Hein. Ah. Aïe, je vais vous donner une très mauvaise nouvelle. Un homme n'a pas la capacité de faire jouir une femme. C'est elle qui jouit. Ah oui, certes. Mais bon, c'est lui qui, qui en est protagoniste. Oui, Jacob. À ce moment-là, c'est vous qui en profitez. N'écoutez pas Yves Pslati, n'écoutez pas. Merci en tout cas de votre témoignage. Mais je crois que vous êtes compris. Merci beaucoup, Jacob, en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant avec une autre auditrice. C'est Sylvie qui nous rejoint. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et je suis sûre que grâce à Yves Pslati, vous avez envie de grimper en division 1, être dans une sexualité positive. En tout cas, c'est le titre de son livre, La sexualité positive aux éditions de la Musardine dans la collection Psycholove. Nous avons eu beaucoup d'appels et plutôt des gens sexophiles, mais c'est un peu normal. Les sexophobes, ils ont pas eu tellement envie de se faire tirer les oreilles par vous, parce que vous avez quand même un parler vrai, c'est pour ça que vous êtes absolument pas. Je suis très gentil avec les sexophobes, en disant qu'ils ont le droit de ne pas aimer le sexe. C'est intéressant. Hein. Vous avez compris ce que je voulais dire, oui, bon. J'ai tout à fait compris, ça m'a beaucoup fait sourire. Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour Sylvie. Voilà. Donc, vous êtes une femme sexophile, vous êtes sur le terrain et vous considérez qu'il y a finalement assez peu d'hommes sexophiles. C'est ça, oui. Bon, voilà, moi je suis célibataire et justement, je n'arrive pas à trouver beaucoup d'hommes parce que beaucoup d'hommes ne sont pas assez libérés pour moi. Je suis sur un site internet, un site de rencontre et malheureusement, à chaque fois, je suis déçue. Alors, qu'est-ce qui fait que vous considérez que les hommes ne sont pas assez libérés? Qu'est-ce que vous diriez? Mais si, comme tout à l'heure, vous disiez que la personne que vous aviez eue, elle disait que les hommes
Justement, quand vous êtes libéré et qu'ils sont dans votre lit, si vous voulez, vous lui faites des choses et puis ça y est, ils sont complètement perdus, je dirais. Et puis ils vous traitent comme une personne, voilà, ça leur fait peur, on dirait. C'est ça, oui. Mais ce qui fait peur aux hommes, souvent, je trouve... Oui. Oui. Allez-y, je vous en prie. Vous voulez que je vous donne un conseil, Sylvie? Oui, bien. Oui. Bon. Donc, probablement, vous êtes une joueuse de première division. Peut-être même mieux que ça, Champions League. Oui. Alors, quand vous rencontrez la première fois un homme, une femme de première division devrait faire, en anglais on appelle low profile, tout bas. Genre, moi pas connaître, moi pas savoir sexe, toi homme, apprendre-moi sexe, moi pas savoir tout ça. Vraiment low profile. Parce que si à la première minute vous montrez vos compétences sexuelles, que vous êtes une tigresse, ben il va pas bander le type en se disant oi, c'est quoi ça comme femme, comment je vais arriver, comment je vais être à la hauteur. Donc il va rentrer dans une angoisse de performance. Il va perdre tous ses moyens, même si c'est un type de, pas le type de première division, le type de première division, lui, il n'aura pas de problème, mais un type de deuxième division, donc il ne saura pas comment rattraper son angoisse de performance. Donc, première fois quand une femme de première division couche avec un homme, parce que chez l'homme ici, c'est pas écrit sur le front que c'est première, deuxième ou troisième division. Vous n'en savez strictement rien. Alors vous faites comme si vous êtes une joueuse de, allez, pas quatrième, mais troisième division, que vous allez un peu développer votre sexualité avec lui. C'est pour lui donner confiance, parce qu'ici, on parle du fort et du faible. Vous savez, dans un couple entre homme et femme, qui est fort, qui est faible. Malheureusement, c'est l'homme qui est faible. Hein. C'est l'homme qui est faible qui va rentrer beaucoup plus facilement dans l'angoisse de performance et qui va perdre ses moyens. Donc la femme est beaucoup plus forte là-dedans. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on est en position de non-performance, ça ne se voit pas. Tandis que quand un homme est en position de non-performance, Sylvie, il a une baisse d'érection. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de simuler. Et donc on arrive à s'en tirer, si je puis dire, quand on est un peu mal à l'aise, un peu inquiète, un peu inhibée, tandis que les hommes, ça se voit tout de suite. C'est pour ça que le conseil d'Yves est tout à fait judicieux. Il va perdre ses moyens. Même s'il était peut-être, je n'en sais rien, deuxième division, mais il a la capacité de première division, vous avez perdu la chance de le rattraper. Donc il ne faut pas montrer à un homme, tant qu'on ne sait pas de quelle division. Alors je suis d'accord, Yves, je suis complètement d'accord avec le conseil que vous donnez à Sylvie. Sauf que, à mon avis, Sylvie, qui est sur le terrain, et en tant que femme, toutes les deux, Sylvie, on en sait quelque chose, c'est que le problème, c'est que beaucoup d'hommes arrivent, nous sautent dessus, et puis ils savent pas faire grand-chose qu'à part aller droit au but pour garder des expressions de foot. C'est tout à fait ça. N'est-ce pas, Sylvie? C'est tout à fait ça. Donc là, si on fait profil bas, on se fera sauter un peu plus vite et puis basta, quoi. C'est ça. Et malheureusement, on est déçus. Attendez la deuxième, troisième fois, quoi. Donnez-lui une chance pour une deuxième, troisième fois. On ne peut pas juger un amant sur un one-shot, sur une première fois. Ouais, mais enfin, je leur saute pas dessus non plus tout de suite, mais dès que vous êtes au lit avec lui, vous lui faites une fellation, ça y est, il croyait que ça y est, vous... Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir des fellations avec leur dernière conquête. Ou bien vous lui faites une fellation royale. Là, il est perdu. Alors, hein. Non, j'ai l'impression que voilà, dès que vous leur faites une fellation, il se barre en courant. Parce que, non, mais je crois que ce que dit Sylvie, enfin, il me semble, Sylvie, là où vous voulez signaler les choses, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui veulent recevoir et qui ne sont pas tellement habitués à donner. C'est ça. Donc on est quand même. Vous lui faites tout ce qu'il veut, mais vous lui faites tout ce qu'il veut, mais lui, voilà, en échange, il vous donne rien. Donc ils sont pas. Et ça, c'est quand même un problème d'éducation. C'est que la pornographie n'aide pas beaucoup les hommes à savoir ce qu'une femme attend sexuellement. Ça sera peut-être le propos d'une autre émission, mais le conseil que vous donne Yves Pslati est juste, sauf que il faut les éduquer. Alors ça demande plusieurs fois, et c'est vrai que si la première fois c'est quand même trop rapide et très rapidement au but, on n'a pas tellement envie d'une seconde fois. C'est tout le problème.
En tout C'est cas, quelque chose que c'est j'entends comme ça. souvent. Des femmes se plaignent, les hommes sont pas compétents sexuels, des femmes de première division, et des hommes de première division aussi se plaignent de la même chose. Les femmes ne sont pas du tout compétentes sexuelles. Donc il y a un Mais c'est problème parce là-bas. qu'on se rencontre pas en tant que de première Ah, division, oui. c'est tout le problème. Il faudrait que ça soit marqué sur notre front. Vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Bon, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver, Yves Psati. On va se retrouver très vite maintenant, hein, puisque de toute façon, on peut fonctionner très bien de cette manière-là. Et puis, merci Sylvie, merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre, La sexualité positive. Demain, on va être avec Philippe Breneau. On va continuer évidemment à évoquer la sexualité entre les hommes et les femmes. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse tous.